Bonsoir à tous, bienvenue. Je me réjouis d'être ici au Sorbonne, personnellement pour la première fois. Je m'appelle Niklas Sabogy, je suis journaliste allemand, alors désolé, excusez-moi un peu pour l'accent, ou si je ne trouve pas les mots exacts en français tout le temps. Mais je me réjouis d'être le modérateur de cette session intitulée La dette Covid, solutions ou problèmes. Alors le sujet c'est la dette publique, la dette privée, la dette en général. Une question très actuelle et intéressante aussi, je pense, pour la France, mais aussi pour l'Allemagne, d'où je viens, et en Europe, général bien sûr aussi. Comme dans les sessions précédentes, on a presque une heure pour discuter, et la session sera divisée entre une partie de discussion entre les intervenants et une partie avec des questions de l'audience, alors on peut aussi discuter avec vous. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais présenter les 4 intervenants ce soir. Alors c'est à gauche, c'est Hervé Amourda. Je souhaite la bienvenue à Hervé Amourda, qui est économiste chez ProBTB Finance. Il a commencé sa carrière à la Société Générale à Londres en tant qu'économiste junior. Puis il poursuit en Inde et devient économiste zone euro spécialisé sur l'inflation. Il est ensuite en charge du scénario économique au Fonds de réserve pour les retraites. Il est titulaire d'un magistère d'économie et finances internationales de l'Université de Bordeaux et de l'Université de Californie. Il enseigne à la macroéconomie à l'Université de Paris-Dauphine et intervient régulièrement à l'Université de Bordeaux. Puis, Maria Lator, je souhaite la bienvenue à vous aussi. Maria Lator, qui a rejoint l'équipe d'études économiques d'Alliance Trade cette année en tant qu'analyste sectoriel. Avant, elle a travaillé pour la Banque Santander, où elle a acquis une expérience dans le financement du commerce et des exportations, et aussi plus tard dans l'analyse des risques de crédit. Au début de sa carrière, Maria a travaillé pour UBS et Davivienda, et elle est aussi titulaire d'un diplôme en finance et affaires internationales et d'un master en management international. Bienvenue. Puis, il y a 2 Julien, alors il faut faire attention un peu. C'est la première fois, Julien Lecomberry, il est alors à gauche. Il est titulaire d'un PhD en économie et il est économiste à la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea, spécialisé en macroéconomie monétaire et financière. Il débute sa carrière au sein de la Direction générale du Trésor, où il est en charge de l'analyse économique de la Chine et de l'Asie émergente. Toujours au Trésor, il se voit ensuite confier la coordination et la synthèse des prévisions et de l'analyse économique pour la zone euro. Alors là, c'est aussi la connexion avec ce sujet aujourd'hui. Et en parallèle, Julien assure des missions d'enseignement dans les domaines de l'analyse conjoncturelle et du risque du pays. Et finalement, à gauche de moi, je souhaite la bienvenue à Julien Brault, qui est économiste à la direction de la recherche du Fonds européen d'investissement, basé à Luxembourg. Diplômé de Sciences Po Paris, de la Sorbonne et de l'Institut des hautes études internationales de Genève, Julien est docteur en relations économiques internationales. Julien a également travaillé à la Banque centrale européenne et ses travaux portent par exemple sur les rendements des fonds d'investissement, l'impact des garanties de crédit et la soutenabilité de l'endettement privé. Alors, bienvenue aux intervenants, aux 4. Bienvenue à vous. Merci d'être ici ce soir. Peut-être, Julien, avec vous, pour commencer, une première question un peu globale à vous, pour commencer. Concernant l'évolution récente sur les marchés financiers, on a l'inflation qui augmente, on a les taux d'entrée, non seulement, mais aussi en Europe, qui augmentent. La BCE veut relever les taux d'entrée cet été. Il y a aussi une hausse des taux pour les emprunts d'État depuis le début de l'année. Alors,
un peu la question en général, qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers et sommes-nous en train de vivre un changement de paradigme en matière de la politique financière ou est-ce qu'il s'agit plutôt des fluctuations à court terme et rien d'exceptionnel? Merci beaucoup pour la question. Merci également de m'avoir invité sur cette table ronde. Je suis content d'être là sur un sujet extrêmement compliqué, mais passionnant. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Effectivement, il se passe beaucoup de choses actuellement, hein. Alors, peut-être en introduction déjà, hein, si on parle de la dette, ce qu'il faut souligner, c'est que la question de la dette, elle ne peut pas être totalement dissociée de la question de la soutenabilité et des taux d'intérêt, surtout dans le contexte actuel, ce que tu disais très justement. Vous l'avez sans doute vu un petit peu passer, mais on est dans une situation aujourd'hui assez historique par l'ampleur de l'évolution des taux d'intérêt. Alors quand je parle de taux d'intérêt, je parle de taux d'intérêt de marché, c'est important, parce que les taux d'usure qui sont appliqués par les banques, pour l'instant, n'augmentent pas, hein, ou très peu. Mais les taux de marché, aujourd'hui, ils progressent très significativement. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur, par exemple, les obligations souveraines, on va prendre l'OAT française à 10 ans, hein, qui est vraiment la référence. Depuis 6 mois environ, donc vous le savez, en 2021, on était en taux négatif. Et là, on prend environ 175 points de base de hausse de taux. Donc on passe, aujourd'hui, on a une OAT française qui est aux alentours de 1,70. Et ça, c'est une grosse évolution. C'est vraiment une très grosse évolution parce que si on regarde un petit peu l'historique depuis la création de la zone euro, on n'a jamais eu des évolutions aussi prononcées sur 6 mois des taux d'intérêt. Donc des évolutions qui sont effectivement très importantes et qui relèvent une nouvelle fois cette question de soutenabilité avec un épouvantail que vous avez sans doute tous en tête, la question de l'effet boule de neige au sein de la zone euro. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour quelles raisons les taux d'intérêt augmentent? Principalement, hein, c'est un effet lié à l'inflation. Je pense que ce qu'il faut avoir parfaitement en tête, c'est que si on a envie de schématiser un petit peu les principaux fondamentaux des taux d'intérêt à long terme, le taux d'intérêt à long terme, il est fonction de votre croissance potentielle et puis de vos anticipations d'inflation à long terme également. Et lorsque l'on observe les conséquences qu'ont pu avoir sur la zone euro, et puis sur les États-Unis, etc., les différentes crises qu'on a subies, on a eu une envolée assez significative de cette inflation qui a contribué à entraîner un bond des taux d'intérêt de marché. Alors, une inflation qui est très différente, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus parce qu'il y a quelques personnes qui sont un peu spécialistes de l'inflation, mais c'est vrai que ce qu'il faut également avoir en tête, c'est qu'on a une situation extrêmement différente entre les États-Unis sur le sujet de l'inflation et la zone euro. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une surchauffe. On a surstimulé la demande après l'épisode Covid. En zone euro, c'est assez différent. Hier, il y avait donc Marc-Olivier Strauss-Kahn qui était présent. On a eu l'occasion de lui demander est-ce que, selon vous, il y a surchauffe de la zone euro? Et je pense que globalement, il y a consensus. Encore une fois, on aura l'occasion de revenir dessus entre les économistes. Il n'y a pas de surchauffe. Donc c'est un choc qui est exogène, des pressions inflationnistes qui étaient décrites comme temporaires il y a encore quelques temps et qui finissent par s'amplifier. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas cette spirale inflationniste en zone euro qui est enclenchée, même si, bien évidemment, on la surveille de très près. En tout cas, tant que l'inflation restera à ces niveaux-là, vraisemblablement, on aura des taux d'intérêt qui perdureront à ces niveaux. Okay, merci. Alors, il y a plusieurs choses. Bien sûr, l'inflation, c'est peut-être un peu un sujet spécial, mais bien sûr, c'est connecté avec ça. Hervé, qu'en pensez-vous? Alors, Julien a parlé d'une situation historique sur les marchés financiers. Il a montré que la situation est vraiment exceptionnelle. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il vraiment ce changement actuel sur les marchés financiers? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? Ou est-ce que c'est peut-être plutôt aussi lié avec la guerre en Ukraine, malheureusement, qu'il y a beaucoup de nervosité? Qu'en pensez-vous? Oui, alors d'abord, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité également à cette table ronde. Je suis très honoré. Je suis entièrement d'accord avec ce que Julien vient de dire. C'est effectivement assez exceptionnel et les mouvements que l'on a vus sur les marchés financiers ces dernières semaines ou ces derniers mois sont vraiment exceptionnels, sont d'une ampleur que nous n'avons jamais vue. Il y a vraiment plusieurs éléments à prendre en compte. C'est vrai que le conflit ukrainien ne doit pas être ignoré. Voilà.
le conflit ukrainien, il apporte à nouveau une nouvelle couche d'incertitude, une nouvelle prime de risque sur l'inflation notamment, et qui vient impacter les taux longs, en tout cas la partie longue du marché obligataire. Mais je pense que l'essentiel du mouvement, il a été initié en début d'année, au moment où on a eu ce fameux pivot des banques centrales. Et ça, c'est majeur. C'est quelque chose d'assez historique, puisque jusqu'à présent, les banques centrales nous avaient promis, finalement, de garder des conditions monétaires particulièrement souples, et surtout de ne pas avoir de changement brusque dans la politique monétaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la forward guidance. C'est pour ça que ça a été mis en place. L'idée étant de communiquer bien en amont des futurs changements de politique monétaire. Et là, en début d'année, on a eu un changement historique. Alors en décembre pour Jérôme Powell et puis en janvier pour Christine Lagarde, on est passé, en l'espace de 3 semaines, d'une position de la Banque centrale européenne qui avait promis véritablement de ne pas relever les taux ou de ne pas considérer la moindre hausse de taux en 2022, à une situation où la Banque centrale européenne, et vous l'avez suivi, eh bien, a probablement préempté aujourd'hui 3 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ça a eu un effet très puissant sur les marchés financiers, puisqu'il y a eu ce que l'on appelle un repricing du risque sur les marchés financiers. Repricing du risque que nous n'avions pas vu depuis l'initiation des politiques accommodantes, et notamment les programmes d'achat d'actifs, entre autres. Donc depuis 2008 pour la Fed, depuis 2015 pour la BCE. Donc ça, c'est un sujet majeur. Le deuxième sujet majeur, c'est l'inflation. Comme l'a dit très justement Julien à l'instant. Sauf que l'inflation, moi j'aimerais juste rappeler un petit peu, j'allais dire la genèse, l'historique. Pourquoi est-ce que la Banque centrale s'occupe de l'inflation et pourquoi est-ce que cette inflation est véritablement différente? Initialement, quand on a confié le mandat de maîtriser la stabilité des prix en zone euro à la Banque centrale européenne, on était dans une situation, et hier Gilles Lemoec d'ailleurs l'a très bien rappelé dans le panel que nous évoquions, on était dans une situation où la théorie néo-keynésienne l'emportait. Nous avions essentiellement des chocs de demande, en particulier juste après les chocs pétroliers dans les années 80, on ne faisait face qu'à des chocs de demande. Et donc assez naturellement, si vous voulez réduire l'occurrence ou le nombre d'occurrences de ces chocs de demande, eh bien, il s'agit de maîtriser et d'avoir en tout cas un objectif fort sur la stabilité des prix. Ça permet de réguler la demande, d'éviter les cycles et les à-coups majeurs de ce côté-là, et donc vous réduisez de facto les risques et les cycles. L'inflation que nous avons aujourd'hui n'est pas une inflation dictée par la demande, c'est un choc d'offres. Donc la Banque centrale européenne, elle a tous les outils pour réagir à des chocs de demande. Elle est un petit peu désarmée quand il s'agit des chocs d'offres. Que peut-elle faire et pourquoi a-t-elle agi aussi vite? Eh bien, elle agit aussi vite parce qu'elle a peur du risque de spirale inflationniste. Elle ne peut pas, et ça je pense qu'on peut tous l'entendre et tous le comprendre, elle ne peut pas résorber ce problème d'inflation car elle ne peut pas produire du pétrole, elle ne peut pas produire de l'électricité, du gaz naturel, des matières premières et compenser du coup tout ce que l'on perd ou tout ce dont nous sommes privés avec le conflit russo-ukrainien. Cependant, ce qu'elle peut faire, c'est agir sur les anticipations d'inflation. Donc elle peut agir sur la négociation salariale qui a eu lieu cette année, qui est en cours d'ailleurs encore en ce moment. On a vu IG Metall très récemment et ça peut effectivement avoir des conséquences et porter des fruits en matière d'inflation à moyen terme. Et elle peut agir directement sur les anticipations d'inflation, les anticipations du marché ou les anticipations des professionnels. En faisant ça, elle s'assure que personne aujourd'hui ne s'imagine ou n'anticipe une inflation durable à moyen terme. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce pivot majeur. Donc, elle n'utilise pas ces outils de politique monétaire pour faire face au choc d'offres, elle utilise ces outils de politique monétaire pour éviter que s'installe trop longtemps cette situation inflationniste. Okay, merci beaucoup. Une situation inflationniste très bien décrite, je pense. Maria, vous la question, vous occuperez en particulier de la dette d'entreprise, d'endettement, alors pour parler alors maintenant de la dette d'endettement. Dans cette situation au marché financier au moment, alors est-ce que la dette privée qui est en France, parler de la France, où la dette a été déjà avant la crise Covid très, très haut, est-ce que cette dette privée est toujours soutenable face à cette situation au marché? Bonsoir à tous et merci pour l'invitation et merci à tous d'être là. Et, du côté de la dette privée, on a constaté quelque chose de particulier en 2020. Et c'est que d'un côté,
On sait bien que tous les gouvernements ont fait leur effort pour aider toutes les entreprises, mais on va l'appeler cette aide gouvernementale n'a pas été homogène dans toutes les régions. Et si on parle plus précisément de la France, on va constater que l'État français a été tellement généreux que le nombre de faillites, des défaillances en 2020 a diminué par rapport à l'année 2019. C'est-à-dire en 2019, 50 000 entreprises ont fait faillite, mais en 2020, c'était l'année de la pandémie, juste 31 000 entreprises ont fait faillite. Donc c'est une réduction de 38%, que c'était grâce à le soutien de l'État. Et Julien l'a déjà très bien expliqué, et c'était la solution temporaire que les États ont trouvée afin de sauver temporairement l'économie. Mais la question est maintenant, est-ce que les entreprises vont être capables en 2022 et 2023 de repayer, rembourser la dette qu'elles ont déjà acquis en 2020? Donc là, on se pose la question de, comment elles vont être capables d'absorber l'effet de la guerre en Ukraine, ça d'un côté. Est-ce que les entreprises vont être capables de passer l'augmentation des prix au consommateur final, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont être capables de maintenir les marges? Et une autre question à se poser, est-ce que là, dans le contexte de hausse des taux, est-ce que les entreprises pourront rembourser leurs dettes? Donc tout ça nous amène à conclure que très probablement en 2022 et 2023, les entreprises ne vont pas être capables de faire ce repaiement, ce remboursement de leurs dettes. Et on va voir une augmentation de 10% en 2022 des nombres de défaillances au niveau mondial. Et en 2023, on estime une augmentation de 14%. Et donc tout ça est grâce à, pas grâce, mais tout ça c'est la conséquence de toutes les choses qui se passent maintenant dans l'économie mondiale. D'accord. Julien, qu'en pensez-vous? Alors, ça pourrait être un peu inquiétant. Hein. Alors moi, comme Allemand, bien sûr, les Allemands sont toujours un peu s'inquiètent un peu sur l'inflation, sur la dette. Et parlant non seulement de la dette privée, mais aussi de la dette d'endettement public. Est-ce que la situation actuelle est vraiment inquiétante en France et dans la zone euro? Bonjour, merci d'abord pour l'invitation. Donc effectivement, je pense qu'il faut d'abord revenir sur la question du contexte d'avant-crise qui en fait était déjà celle d'une croissance relativement modérée dans l'Union européenne et avec déjà une hausse de l'endettement privé et public et aussi une tendance à la baisse de la croissance de la productivité en Europe et dans l'ensemble des pays développés. La hausse de l'endettement des entreprises s'accompagnait aussi d'une baisse de l'investissement des entreprises, c'est-à-dire qu'on observait qu'au-delà d'un certain seuil, finalement, dans l'Union européenne, pour une entreprise, au-delà d'un certain seuil d'endettement, l'investissement avait tendance à baisser. Donc ça, c'était le contexte d'avant-crise. Et dans l'Union européenne, la gestion de la crise, elle s'est faite, on l'a dit, essentiellement par des garanties de crédit qui ont représenté à peu près, d'après les données accessibles, jusqu'à 5 fois le montant des subventions directes qui ont été données aux entreprises. Pourquoi? Parce que dans l'Union européenne, il y a de forts niveaux d'endettement public initiaux et donc il y a moins d'argent directement accessible. Aux États-Unis, il y a eu au contraire beaucoup de subventions directes aux entreprises et du soutien aux employés plutôt qu'aux employeurs, ce qui a permis une réallocation sectorielle assez probablement beaucoup plus brutale, mais aussi plus efficace pour l'avenir, et une reprise plus forte, on l'a dit. Du coup, la situation dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est celle d'un fort endettement public, avec 100% de PIB de dette publique en moyenne, et de dette privée aussi, 125% du PIB, avec une hausse de 20% pendant la crise pandémique en 2020. Le risque aujourd'hui, c'est un risque de prolifération de prêts non productifs
et du coup de zombification des entreprises, des risques de faillite, on en a parlé, qui sont pour l'instant assez difficiles statistiquement à mesurer. On fait des simulations, mais il y a eu une sorte de mise sous cloche des faillites, suspension des tribunaux de faillite et une mise sous perfusion des entreprises qui ont fait que c'est assez difficile. Les faillites, elles ont d'abord baissé, ce qui est assez paradoxal. Mais on observe quand même déjà une forte hétérogénéité dans les risques de faillite dans l'Union européenne, une hétérogénéité en termes de secteurs. Donc il y a des secteurs très touchés, l'hospitalité par exemple, et il y a des États aussi qui sont plus touchés que d'autres, notamment en Europe de l'Est. Et le risque, c'est finalement une explosion des faillites. Et comme les entreprises bénéficient de prêts garantis par l'État, il peut se mettre en place un cercle vicieux entre dette privée et dette publique. Alors, quelle solution? Alors, il y a des études qui ont été faites au Fonds européen d'investissement et à l'OCDE sur les effets des garanties de crédit sur avant la crise pandémique, là où il y a des données accessibles. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement un effet assez positif en temps normal sur la survie des entreprises, la croissance, l'emploi, mais pas vraiment d'effet significatif en termes de rentabilité. Et au niveau macroéconomique, on voit que ça diminue finalement les phénomènes de réallocation sectorielle des crédits et des emplois. Du coup, il y a différentes solutions en cas d'explosion des faillites politiques au niveau français et européen. Il y a la solution de la prolongation des garanties qui ont été données à l'époque. Il y a la solution d'une conversion de ces garanties vers un investissement plus direct en capital ou de solutions mixtes dette-capital. Et il y a finalement l'aide à la titrisation de la dette pour que le marché reprenne ses droits finalement. Et en cas de faillite, pour la création de structures de défaisance qui parviendraient à limiter le rôle systémique de ces faillites pour éviter des faillites en cascade et récupérer le maximum d'actifs finalement. Du coup, il y a dans ce cadre, alors quel est le rôle des institutions européennes, puisque je travaille pour une institution européenne. La Banque européenne d'investissement, notamment, a mis en place un fonds pan-européen de garantie qui représente à peu près 25 milliards d'euros, avec 10 milliards qui finalement soutient les fonds de roulement des entreprises, donc au sens de garantie de crédit assez classique, mais 10 milliards qui cherchent à aider la titrisation des dettes des entreprises pour que justement le marché reprenne ses droits, ce qui pourrait favoriser une certaine réallocation sectorielle. Et de ce fait, et dans ce cadre, le Fonds européen d'investissement a augmenté ses investissements à 8 milliards d'euros. Donc il y a un rôle, si vous voulez, et face au risque de divergence entre États qui ont des niveaux d'endettement public très différents, qui ont des niveaux d'endettement privé très différents parce qu'ils ont été frappés différemment, parce que certains secteurs sont plus importants dans certaines économies que d'autres, parce que les garanties de crédit ont un impact plus positif dans certains pays ou sur certains secteurs. Il y a un rôle justement des institutions européennes pour diminuer ces divergences potentielles en mutualisant les garanties de crédit, puisqu'on en parle par exemple, et les solutions d'investissement en capital. Ok, merci. Si tout... Julien, si tu veux. Oui, je me permets juste de rebondir sur un point important qui vient d'être soulevé par Julien, pour le coup. Concernant les écarts, justement, ce qu'on appelle les spreads, en fait, parce que c'est vrai qu'on a commenté au début l'augmentation des taux d'intérêt, donc de marché, encore une fois, le coût du financement. Je crois qu'un autre facteur important et qu'il faut avoir dans le viseur, c'est cette augmentation des spreads. Donc les spreads, c'est les écarts de financement, de coûts de financement entre différents acteurs. Souvent, on compare entre pays, avec l'idée que depuis ces 6 mois où on a observé une augmentation des taux, dans le même temps, on a observé une augmentation des écarts entre les acteurs des écarts de coûts de financement, entre les acteurs les plus solides, typiquement l'Allemagne, qui effectivement fait office toujours de phare au niveau des économies européennes, et puis les économies périphériques qui sont jugées plus vulnérables. Donc, par exemple, si on prend l'écart entre typiquement l'Allemagne et l'Italie,
Avant 2022, donc fin 2021, l'Italie payait une surprime, on va dire, on va appeler ça comme ça, une prime de risque représentant environ 1%, donc 1 point de pourcentage. Quand l'Allemagne se finançait à, par exemple, moins 0,5, l'Italie était plutôt à 0,5. Et depuis le début de la crise, de l'année, ce qu'on observe, c'est que ces spreads sont en train d'augmenter. Et ça, c'est un point qui est vraiment important sur la soutenabilité des dettes notamment, parce que ça veut dire que les acteurs qui sont identifiés comme les plus vulnérables subissent une augmentation encore plus forte des coûts de financement, ce qui est susceptible elle-même de fragiliser ces agents par la suite. Alors c'est vrai pour les États, encore une fois l'Italie. L'Italie, il faudra le garder dans le viseur d'ailleurs, hein, parce que juste pour un petit point de précision, l'Italie, on a des élections générales qui vont se tenir en mai 2023. On sait que les partis eurosceptiques en Italie, on le vend en poupe. Et dans le cas où on venait à avoir des élections, ou en tout cas des sondages préélections qui donnaient les partis eurosceptiques vainqueurs, il y aurait vraisemblablement un risque d'écartement, encore une fois, des spreads au sein de la zone euro, avec première victime l'Italie, évidemment, mais également les pays comme l'Espagne, etc., avec toujours ce chiffon rouge agité de risque d'éclatement de la zone euro. Donc là, c'était une petite aparté juste sur le cas italien, mais ce que je décris sur les États se passe également au niveau des acteurs privés, hein. Lorsqu'on regarde les spreads entre, par exemple, ce qu'on appelle les obligations high yield, donc au rendement sous-entendu risqué, hein, puisque vous le savez, s'il y a rendement, il y a risque, hein, ça ne va jamais l'un sans l'autre, ou alors il y a un loup. Donc les high yield progressent beaucoup plus vite que ce qu'on appelle les investment grade, qui là, au contraire, sont des obligations plutôt sûres. Donc ça, c'est un point qui est également important, l'idée qu'au niveau agrégé, on observe des augmentations de taux, mais c'est vraiment les acteurs les plus vulnérables aujourd'hui qui sont doublement touchés par la hausse des taux et l'augmentation de la prime de risque. Voilà, c'était un petit complément sur ce que disait Julien. Oui, c'est bien clarifié, ça, merci. Vous avez mentionné les élections en Italie, mais je voudrais aussi peut-être se concentrer sur la France, où il y avait aussi une élection, et il y a une élection maintenant en juin. Parler, Hervé, sur la France, sur la situation spéciale en France, est-ce que c'est vraiment réaliste? Il y a cet endettement public et privé. Il y a la situation économique un peu stressante au moment. Est-ce que c'est vraiment réaliste que la France réduit l'endettement dans les prochaines années? Et sinon, est-ce que c'est un grand problème? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je pense que la première question, avant de répondre à votre question, c'est faut-il réduire l'endettement? Voilà. Est-ce que c'est absolument nécessaire aujourd'hui de réduire l'endettement, puisque pendant plusieurs années, on avait une tendance structurelle à la baisse sur les taux, et donc finalement, chaque année, on payait un petit peu moins d'intérêt sur la dette en montant que l'année précédente. D'accord ? Donc c'est vrai que ces dernières années, l'effort budgétaire finalement, n'avait pas vraiment le vent en poupe, et on l'a bien vu avec la France et quelques autres pays du Sud, qui n'ont pas fait les réformes structurelles nécessaires, qui n'ont pas pratiqué la rigueur budgétaire nécessaire pour endiguer finalement cette hausse de l'endettement. Donc, avant de répondre à ça, il faut d'abord se poser la question, est-ce que c'est vital? Là, avec ce que vient de nous dire Julien, et l'écartement effectivement des différentiels de taux, la normalisation de la politique monétaire de la BCE, eh bien, tout cela nous dit que les taux d'intérêt vont remonter. Vont-ils remonter à des niveaux proches de 4% ou vont-ils remonter et se stabiliser à entre 1 et 2%? Ce n'est pas du tout la même chose. Structurellement, il y a énormément de facteurs démographiques, un excès d'épargne, le vieillissement de la population, la faiblesse de l'investissement aussi des entreprises, les comptes courants notamment que l'on a accumulés et les surplus de comptes courants que nous avons accumulés, tout cela pèse structurellement sur les taux d'intérêt. Le Covid, la crise en Ukraine, tout ce qu'on a pu connaître ces dernières années ne remettent pas vraisemblablement en question ces facteurs structurels. Donc ceux-là vont rester, ils vont perdurer. Ce que nous avons en revanche, c'est une normalisation conjoncturelle de la Banque centrale européenne. Donc la question, c'est de savoir à quel moment elle va s'arrêter.
Eh bien, je pense qu'un élément de réponse vient justement de ce que Julien rappelait, c'est de l'écartement de spread de taux entre les pays. La Banque centrale européenne, à un moment donné, ne pourra pas normaliser au-delà finalement d'un écartement trop excessif, car son but, c'est d'avoir une zone économique et monétaire homogène dans laquelle la politique monétaire et la transmission de sa politique monétaire n'est pas impactée. Or, si on a des différentiels de taux d'intérêt entre les pays, alors la transmission de sa politique monétaire pose problème et ne touchera pas l'Italie de la même manière qu'elle touche l'Allemagne, par exemple. Pour revenir à la France, plus particulièrement, puisque c'était le sens de la question initiale, oui, elle peut réduire son endettement. Mais selon moi, et alors j'ai cet a priori, désolé Nicolas, parce que tu es allemand, mais selon moi, la solution ne vient pas d'une réduction ou d'une rigueur budgétaire, mais vient plutôt de dépenses d'investissement et d'accroissement sur la croissance potentielle. Je pense qu'il faut plutôt agir sur le dénominateur que sur le numérateur. Pourquoi ? Bien parce qu'on l'a vu en Italie. L'Italie, depuis 10 ans, génère des surplus primaires, c'est-à-dire qu'en dehors des effets de sa dette colossale et des intérêts payés sur sa dette colossale, sa balance primaire, donc ses comptes publics, chaque année sont positifs. Ce que la France n'a jamais réussi à faire depuis à peu près 1974 pour la balance budgétaire globale. Donc c'est assez exceptionnel. Pour autant, en Italie, sur les mêmes 10 dernières années, son ratio d'endettement a progressé d'environ 15 points de base. Donc c'est énorme, c'est beaucoup, et on comprend bien que la situation ne peut pas uniquement se situer sur une rigueur budgétaire et doit au contraire se reposer sur des dépenses d'investissement et de croissance. Et maintenant, juste pour terminer là-dessus, est-ce que la France va réduire son endettement? Est-ce qu'elle va y arriver? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui 2 éléments. D'abord, on a eu la dette Covid. La dette Covid, c'était une dépense absolument nécessaire. C'était primordial de substituer finalement au manque de demande interne, de demande privée, puisqu'il y avait le confinement et donc il fallait qu'un des agents économiques prenne le relais. C'était le gouvernement. Donc bravo, c'est plutôt de bonne loi. En revanche, eh bien, tout ce que l'on a dépensé sur la dette Covid, ça ne fait pas augmenter la croissance potentielle. On est d'accord que ça vient substituer une demande qui n'a pas eu lieu, mais ça ne vient pas améliorer l'appareil productif. Le deuxième élément, c'est tout ce que nous allons dépenser dans les prochaines années et que nous commençons déjà à dépenser sur la transition énergétique. Là aussi, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Il n'y a quasiment plus de débat aujourd'hui sur faut-il financer la transition énergétique. Néanmoins, quel va être le multiplicateur keynésien sur une dépense publique pour la transition énergétique? A priori, inférieur à 1. D'accord ? Donc ça veut dire que là aussi, les gains en termes de croissance vont être plutôt faibles, alors que c'est une dépense qui nous est imposée. Donc malheureusement, je suis plutôt pessimiste sur la baisse de l'endettement français, mais encore une fois, selon moi, ce n'est pas le problème majeur. Je pense qu'il faut dépenser là où il faut, et qu'effectivement, eh bien, on a encore un environnement de taux bas structurellement, qui va rester et qui va nous permettre d'accompagner, de financer finalement cette dépense budgétaire absolument nécessaire et contre laquelle on ne peut pas aller. Alors, oui. Oui, non, c'est une boutade presque pour rebondir, ça va durer 30 secondes. Pour dire que en fait, la dette publique française, en réalité, elle a déjà commencé à diminuer hein, quand vous regardez les chiffres publiés par l'INSEE, parce que, bon, évidemment, quand vous faites votre ratio dette sur PIB, on a eu le choc, enfin le contre-coup du Covid, donc il y avait une croissance totalement démentielle. Hein, mais on a un allié, là, pour le coup, on le cite systématiquement en ennemi. En réalité, c'est un ennemi, hein, c'est vraiment sous le ton de l'humour qu'il faut le prendre, mais l'inflation joue là-dessus, sur ce point, dans le sens où, je rappelle juste un point essentiel, c'est quand vous calculez le ratio dette sur PIB, c'est dette sur PIB nominal. Sauf que quand vous faites 7% d'inflation, par la force des choses, vous commencez à avoir un... Alors, évidemment, ce n'est pas un effort qui perdure, donc ça ne peut pas être considéré comme une vraie réduction ou un vrai assainissement des dépenses publiques, mais là, devant moi, j'ai les chiffres de la Banque de France. Donc, en mars 2021, la dette publique française, c'était 118% du PIB. Aujourd'hui, on est à 112,6%, donc c'est pas mal, hein, finalement. Mais bon, ce n'est pas durable. Donc, c'était pour ça que je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une boutade. D'accord. Alors, pour simplifier... Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. C'est tout à fait vrai. Et je pense que si on revient au contexte général qui s'observait avant la crise, où finalement on observait que du point de vue de la dette privée cette fois-ci,
plus d'endettement avait tendance à conduire à une baisse de la propension des entreprises à investir. Évidemment, c'est particulièrement préoccupant. Il faut savoir qu'en Europe, l'année dernière, il y avait des estimations qui plaçaient le niveau des dettes à risque, des dettes privées d'entreprises à risque, à 300 milliards d'euros au niveau européen, dont la moitié de PME. Or, les PME, elles ont un accès qui est très difficile au marché boursier, à l'investissement en capital, donc elles se tournent davantage vers les banques. Tout ça, ça conduisait à un ralentissement de la croissance de l'offre. Or, dans un contexte qui est le contexte actuel de forte inflation, disons que l'inflation, elle a l'avantage justement de diminuer le poids réel de la dette, de diminuer aussi pour les entreprises la valeur réelle de leur paiement sur le service de la dette des entreprises. Le problème, c'est que, disons qu'il y a un dilemme en fait de politique monétaire qui est que ralentir l'inflation, du coup, c'est comparé à la situation initiale, en fait, alourdir les paiements en valeur réelle des services de dette des entreprises. Et du coup, ça peut conduire à, pas forcément, donc s'il y a une hausse des taux extrêmement forte, ça peut conduire évidemment à des faillites d'entreprises, à une hausse du chômage. Mais s'il y a une hausse des taux relativement limitée, ça peut conduire à un renchérissement des coûts pour les entreprises. Donc moins de faillites, mais une inflation qui resterait persistante. Et du coup, à cause de ces coûts financiers pour les entreprises, dans un contexte de fort endettement, le canal de transmission de la politique monétaire pour diminuer l'inflation, en fait, ne marche plus ou marche moins bien, ce qui conduit à une croissance faible et ce qui est symptomatique d'une situation finalement de stagflation. Et du coup, je pense qu'effectivement, la question, ce n'est pas vraiment celle de plus ou moins de dettes, même si on peut davantage pencher vers moins de dettes. La situation, c'est surtout d'améliorer le ciblage de la dette et les mécanismes de marché qui permettent justement d'éviter d'étendre ces prêts à l'infini à ces entreprises zombies. Alors notamment à travers la mise en place au niveau européen d'une union réelle des marchés de capitaux, puisque c'est une politique centrale de l'Union européenne. Voilà. Okay, merci. Marie, vous êtes, permettez-moi de dire ça, plus proche au marché que nous, chez Allianz, on pourrait dire ça peut-être. Quelle est votre prévision au taux d'entrée? Est-ce qu'on va avoir une augmentation ou est-ce qu'on va avoir une baisse dans les mois suivants? Bon, je pense que vous avez tous raison à dire que la diminution de la dette publique n'est pas la priorité en ce moment, dans le sens qu'il y a d'autres priorités comme le financement de la transition écologique, la transition énergétique, etc. Il y a aussi d'autres sujets comme le vieillissement de la population. Et donc, l'État doit se poser la question, OK, comment est-ce qu'on va faire pour financer tous les gens qui vont être en retraite bientôt? Et donc, ce sont des sujets qui, je pense, qui sont plus inquiétants pour l'État que de diminuer en ce moment la dette publique. Et je pense que l'État, il doit assurer que l'économie, elle va continuer à évoluer positivement. Et c'est son rôle et il va faire tout ce que c'est nécessaire pour garantir que les entreprises vont être dans un bon contexte pour arriver à croître. Maintenant, la question, c'est aussi est-ce que le rôle de la BCE est correct en ce moment, c'est-à-dire est-ce qu'on doit se poser la question de si la BCE est en train de faire son rôle ou elle fait des choses de plus, dans le sens que on voit qu'en ce moment, la situation des différents pays n'est pas la même. On voit que le niveau d'endettement de tous les pays en Europe, c'est différent et c'est là où la BCE doit se positionner d'une façon de
et compenser ou équilibrer la différence qu'il y a entre chaque pays de la région. Ok, d'accord. Oui, jusqu'à ici, merci aux intervenants. Nous avons parlé, discuté 40 minutes, presque 40 minutes. Alors je voudrais ouvrir maintenant la discussion au public, à l'audience. On pourrait poser des questions. Si vous voulez poser une question, s'il vous plaît, présentez. Je vous demande de se présenter brièvement, comme avant, dans les sessions avant. À gauche, s'il vous plaît. Merci pour la discussion. Alors, on est tous d'accord, vous êtes d'accord que la réduction de la dette, c'est pas la priorité pour le moment. Ma question elle serait un peu tournée aussi vers, par exemple, l'exemple de l'Italie. Donc, où est-ce que des États, des gouvernements comme le gouvernement italien, où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour financer un investissement dans la transition, dans tout ça, dans un monde où les spreads ils augmentent, où vous avez déjà décrit que le gouvernement italien ils ont un surplus au niveau du budget si on ne compte pas la dette. Où est-ce que des gouvernements comme ça peuvent trouver de l'argent pour continuer à effectuer leur rôle important dans l'économie? Merci. Et merci pour la question. Moi, je voulais juste dire que, en théorie, pour les États, les deux solutions les plus rapides, les plus simples sont soit augmenter les recettes, et ça se fait par les impôts, soit diminuer les dépenses publiques, mais les deux, ça peut risquer de freiner la croissance économique. Donc, ce sont deux solutions qui, en théorie, devraient marcher, mais que la réalité, c'est que ça n'a aucun sens dans le contexte actuel de procéder avec soit la hausse d'impôts, soit la diminution des dépenses. Merci. Moi, je partage effectivement ce qui vient d'être dit. Je pense que quand on parle d'écartement de spread, on ne dit pas que l'Italie n'a plus accès au marché. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Ce que disait Julien tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'Italie se finance 2% au-dessus de l'Allemagne. On est en situation de crise, on est dans une situation où le marché cherche des prix, il n'a pas encore stabilisé. Il y a beaucoup d'études académiques qui montrent que justement, lorsque nous sommes en situation de crise, le marché va avoir tendance à regarder les fondamentaux. Lorsque nous sommes en vitesse de croisière, le marché s'en fiche complètement des fondamentaux. Il va regarder la liquidité, les émissions et ce genre de choses, et les réallocations de portefeuille. D'accord ? Donc, si on a une classe d'actifs qui se comporte un peu mieux, eh bien, on va avoir des flux qui vont aller d'une classe à l'autre. Donc, le niveau actuel des spreads n'est probablement pas celui qui va durer. D'accord ? Donc, même une fois que quand la BCE aura normalisé sa politique monétaire, il est probable que le niveau des spreads se stabilise à un niveau beaucoup plus acceptable pour l'Italie et qu'elle puisse à ce moment-là financer tous ses besoins. Je pense que le financement de marché, c'est véritablement toujours la solution. Bien sûr, il faut de la rigueur budgétaire, bien sûr, on peut augmenter les recettes, mais en général, ça ne plaît pas beaucoup et on sait qu'il y a une instabilité politique en Italie qui est très forte. Donc là aussi, les marges de manœuvre vont être un petit peu limitées. Et puis côté dépenses, eh bien, malheureusement, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut des dépenses, mais des dépenses qui ont, encore une fois, un multiplicateur keynésien supérieur à 1 pour qu'elles soient profitables à la croissance potentielle. Je pense que c'est vraiment le juge de paix. Si je peux compléter ce que vient de dire Hervé. Donc, en fait, pour reprendre et le dire un petit peu différemment, l'Italie continuera de réussir à se financer tant que la zone euro sera crédible, en fait. Donc, c'est un point important et c'est notamment ce qui explique qu'encore une fois, quand je faisais la référence aux élections de mai 2023 générales, l'Italie serait sans doute le premier pays à souffrir, en fait, de véritablement une défiance forte des nouvelles autorités vis-à-vis du pouvoir européen, parce que ça voudrait dire qu'à partir du moment où on a un doute sur la solidité de la zone euro,
l'un des premiers pays qui va être durement touché et qui va avoir des difficultés à se financer, c'est sans doute l'Italie. Par ailleurs, sur la question du fait que l'Italie, alors même qu'elle fait des excédents, etc., a du mal comment dire, à ne pas avoir sa dette augmenter, il y a quand même un sujet et qui boucle également avec ce que dit Hervé sur la nécessité de faire des investissements productifs, innovants. C'est que l'Italie souffre malheureusement d'une productivité extrêmement faible, une croissance potentielle. Alors, il y a des grosses différences comment dire, d'estimation. Mais encore une fois, cet effet boule de neige dont on parlait, le fait que la dette soit potentiellement capable de s'emballer et de s'auto-alimenter, l'un des facteurs, c'est la capacité que vous avez à générer de la croissance. Et aujourd'hui, l'Italie, malheureusement, est pénalisée par un certain nombre de facteurs qui fait que sa productivité et sa croissance potentielle est relativement faible. Sauf erreur de ma part, je crois qu'on est à peine à 1%. On doit être, selon les estimations, entre 0,5 et 0,8%, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, compliqué. Bonjour, j'avais une question. Je me demandais à quel point la dette Covid avait mis à mal le financement pour la transition écologique. Vous avez parlé, vous avez énoncé ce terme tout à l'heure, à l'échelle européenne notamment, avec toutes les contraintes qu'il y a autour de l'endettement public. Pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, à cause de cette crise qu'on a subie, on est plus en difficulté pour financer la transition écologique à l'échelle européenne grâce à l'endettement public? Merci pour la question. Et précisément en 2020, j'ai travaillé pour une banque de financement et d'investissement et on a vu une croissance incroyable des demandes de financement, des green bonds et financement vert, tout ce qui est pour des projets liés à la transition écologique. Et pour les banques, c'était la priorité. Si on avait une liste dans les pipelines des choses, des projets à financer, pour nous, la priorité, c'était toujours les projets verts. Et donc, je pense que tant que ça, c'est une priorité dans l'économie actuelle, dans toutes les stratégies ESG, soit dans les secteurs privés, soit les secteurs financiers, etc., on va tous réussir à financer ce genre de projets et je pense que c'est possible. Je pense qu'on est tous dans la même page dans ce sens et je pense que même si les taux d'intérêt ils vont augmenter, et ça reste la priorité dans l'économie actuelle. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un souci pour financer des projets de ce genre. Oui, si je peux juste ajouter qu'effectivement, le contexte aussi d'un risque potentiel de forte faillite et le fait qu'il y a de nombreux dispositifs qui ont été mis en place pendant la crise, notamment des garanties de crédit qui arrivent à expiration, mais qu'en même temps, on a intérêt pas forcément à poursuivre une politique de soutien finalement universelle. Il y a la question de justement savoir quelles entreprises les États et l'Union européenne vont continuer à soutenir et comment, et avec quelles conditionnalités. Or, il est clair qu'après la crise en Ukraine, la question de la transition énergétique, elle est vraiment au cœur des préoccupations. Et donc, la probabilité, c'est justement qu'il y ait des conditionnalités assez strictes et des orientations claires pour, de la part des institutions publiques pour poursuivre leur soutien et choisir quelles entreprises sauver, quelles entreprises soutenir, quel type d'actifs favoriser. Donc ça, je pense que de ce point de vue, c'est très important de garder ça en tête. Bonjour, merci pour la discussion. Moi, ma question, elle concerne la Banque Centrale Européenne. Quelle arme, en fait, reste-t-il à la BCE pour venir en aide aux pays qui seraient en difficulté, puisqu'on sait que son bilan a augmenté considérablement, et est-ce qu'elle peut continuer à faire ce qu'elle fait en ce moment, c'est-à-dire racheter les titres de dette, on va dire pas à volonté, mais en très large proportion? Merci. Elle a beaucoup d'outils encore à sa disposition.
Le premier outil, je pense, qui est peut-être un outil de long terme, véritablement, et c'est vraiment l'outil qui lui permettra d'éviter les risques les plus importants, c'est ce qu'on appelle les OMT. Les OMT, c'est le fameux Whatever It Takes de Mario Draghi. Donc il a d'abord dit Whatever It Takes, et ensuite, quelques mois plus tard, on a eu cet outil. Le problème de cet outil, en tout cas l'élément qui se positionnait comme un problème dans cet outil, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité. C'est-à-dire que pour qu'un pays bénéficie de l'aide de l'OMT, et donc voit ces titres de dette rachetés par la Banque Centrale Européenne, elle devait faire ce qu'on appelle un MOU, un Memorandum of Understanding, et donc accepter toute une liste, toute une série de réformes structurelles. Et ça, c'est plutôt un vectiment. On l'avait vu avec la Grèce en 2011, c'est quelque chose d'important, et effectivement, ça peut refroidir certains pays. Donc ça, c'est l'outil ultime, véritablement. En attendant, elle a encore un bilan, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est extrêmement important et qu'elle continue de réinvestir. A priori, jusqu'à 2024, on a quelques membres qui ont commencé à parler tout doucement de ce bilan, donc ça peut devenir inquiétant et ça pourrait être un peu plus tôt que ça. Mais en tout cas, elle a pour l'instant la volonté de réinvestir les titres du bilan. Qu'est-ce que ça veut dire de maintenir un bilan constant? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un titre arrive à échéance, elle le rachète. Elle rachète la même maturité. Donc, en termes de financement et en termes de poids de dette pour les pays, eh bien, on reste dans des conditions extrêmement accommodantes. Le deuxième élément, c'est via ce qu'on appelle le PEPP. Le PEPP, c'est le programme d'achat d'actifs spécifique à la pandémie. Dans le cadre de ce modèle, ce que la Banque Centrale Européenne nous a précisé, c'est que les réinvestissements pouvaient avoir lieu pour d'autres pays, pour d'autres juridictions. Je prends un exemple. Le titre d'État allemand vient d'arriver à échéance, donc je me retrouve avec 10 milliards d'euros dans les mains. Eh bien, si j'estime que l'Italie en a besoin et que j'ai besoin d'aller réduire le taux d'intérêt italien, je peux me servir de ces 10 milliards d'euros pour acheter un titre italien à la place. D'accord ? Donc je peux changer la composition de mon bilan et de cette manière-là, finalement, aider les pays de la zone euro. Il est probable, compte tenu des montants des réinvestissements, que cela ne soit pas suffisant à court terme. Voilà. Donc on a une solution de long terme qui est très forte, mais qui a une conditionnalité qui peut être un petit peu dissuasive, c'est l'OMT. On a une solution de court terme qui est le PEPP, mais qui est peut-être un petit peu faible. Et donc entre les deux, eh bien, nous allons probablement avoir un nouvel outil. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Madame Lagarde lors des dernières semaines, des dernières conférences de presse. Ils sont en train de travailler sur un outil spécifique, justement, sur les spreads des pays. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Il est probable, possible, selon moi, mais on ne le sait pas véritablement encore, qu'il y ait là encore une conditionnalité. Peut-être juste pour rebondir et évoquer un point qui a été cité à plusieurs reprises et sur lequel on n'a pas totalement répondu. Je pense que chacun va avoir un avis, mais la question de la poursuite de la hausse des taux, puisque effectivement les taux, comme on l'a dit, ont beaucoup augmenté. Alors nous, notre analyse, c'est que la hausse des taux a sans doute déjà eu lieu, en fait, en tout cas des taux de marché, pour une raison très simple que Hervé citait précédemment, c'est qu'on pense, nous, en tout cas au sein de la salle des marchés d'Arkea, que la Banque Centrale Européenne ne sera pas en mesure d'aller au bout de ce qu'anticipent les marchés. Aujourd'hui, les marchés, ils anticipent, quand on regarde les forwards de taux, donc les taux anticipés, pour le dire simplement, que les marchés anticipent qu'il va y avoir 100 points de base de hausse cette année et 100 points l'année prochaine. Donc 200 points de base de hausse de taux au sein de la zone euro à l'horizon décembre 2023. Donc ça, c'est intégré c'est ce qu'on appelle, c'est pricé, c'est intégré dans les taux longs qui ont augmenté également sous cette force. Et nous, ce qu'on pense, en fait, c'est que vous allez avoir une banque centrale qui n'a pas intérêt à aller trop vite, justement parce que vous avez ces histoires de spread, parce que l'inflation elle reste importée, même si la Banque Centrale Européenne veut briser ou en tout cas veut maintenir l'ancrage des anticipations d'inflation à 2%. La réalité, c'est que si elle augmente fortement, encore une fois, ce que disaient très bien tout à l'heure mes collègues précédemment, c'est que ça ne va pas faire baisser le prix du pétrole à un moment donné. Donc, nous, on pense que la Banque Centrale Européenne, elle va faire 3 hausses de taux. Elle va s'arrêter parce qu'on a également, et je pense que ça ne vous a pas échappé, des risques qui commencent à s'accumuler. Vraisemblablement, le risque le plus évident pour la zone euro, c'est un ralentissement économique vraiment prononcé au deuxième semestre, peut-être même une récession technique.
Et que dans ce contexte où on commence à arriver sur un palier sur l'inflation a beaucoup augmenté, elle a encore augmenté le mois dernier, on pense qu'elle va commencer à se stabiliser, rester très élevée jusqu'à fin 2022. Là-dessus, vous mettez une petite récession et on comprend bien que la Banque Centrale Européenne n'a plus trop envie d'aller fort sur son resserrement de politique monétaire. Et donc, une fois qu'on a dit ça, les taux, les marchés vont s'adapter, vont revoir à la baisse leurs anticipations de taux et les taux longs devraient commencer à minima à se stabiliser, voire à baisser un peu. Alors, je termine juste par signaler un point que tous les économistes devraient dire. Bien évidemment, ça c'est toute chose égale par ailleurs, parce que évidemment, il y a des risques qui sont exceptionnels. On ne sait pas ce que va faire la Russie en Ukraine. On ne sait pas. Il y a la question du gaz. Le scénario central, c'est pas de coupure, mais à un moment donné, on imagine une solution extrême où le gaz était coupé vis-à-vis de l'Europe. Là, bien évidemment, on aurait une période de crise hyper forte. Il y a la question du Covid également. Il y a la question des élections italiennes qui pourraient faire envoler. Pour dire les choses simplement, il y a plein de risques. Si vous avez une baisse de l'aversion pour le risque, donc des risques qui sont moins importants que ce qu'ils sont aujourd'hui, ça va favoriser une baisse des taux. Puisque quand il y a une baisse de l'aversion pour le risque, vous allez plutôt sur des actifs risqués, vous délaissez les marchés obligataires. Par contre, si vraiment il se passe quelque chose de grave, là, les investisseurs vont rester sur les taux d'intérêt, ça va faire baisser leur... je me suis trompé dans le sens, non, pas du tout. Oui, c'est ça. Donc vraiment, le sens de l'aversion pour le risque, le sens de l'évolution va conditionner, mais les facteurs fondamentaux économiques, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plutôt à la baisse. D'accord, un bon résumé. Merci Julien, c'était parfait, je pense, j'espère. J'espère aussi que la discussion a été intéressante pour tout le monde et pas trop complexe, trop compliqué. Merci à Maria, merci à Hervé, Julien, merci d'être venu. Et oui, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.